Le milliardaire descendit lentement de son 4x4 blindé, lunettes noires sur les yeux, observant la scène depuis le coin du marché d'Oshodi. Une jeune femme aux mains calleuses venait d'aider une vieille dame à ramasser des bananes écrasées. Il plissa les yeux. Elle ne savait pas qu'il venait de la choisir. Il faisait déjà chaud à 7 heures du matin. L'air sentait la friture, le carburant et les regrets non exprimés. Les tôles ondulées vibraient sous les cris des vendeurs et les chants des bus, d'Anfo, qui démarraient dans un nuage de poussière. Amarachi avançait à pas rapides, le panier d'Akara encore tiède sur la tête, ses sandales claquant sur le bitume fissuré. Chaque jour recommençait pareil. Même trottoir, même salut aux jumeaux boiteux du kiosque, même sourire forcé à l'homme qui vendait de fausses montres sous un parasol en ruine. Elle vivait dans le rythme cadencé de la survie. Toujours polie, jamais remarquée. Jusqu'à ce matin. Un cri. Un fracas. Le bruit des bananes qui roulent comme des pièces de monnaie échappées. La vieille femme s'est effondrée à quelques pas. Personne ne l'aide. Les passants l'enjambent. Les regards se détournent. Certains rient même. Une main calleuse s'agrippe au bitume. Amarachi ne réfléchit pas. Elle se précipite, s'agenouille. Son genou racle la poussière. Elle aide, elle sourit, elle rassure. Elle ne regarde pas autour d'elle. Elle ne sait pas que les yeux d'un homme la suivent depuis une voiture noire garée en retrait. Des yeux froids, précis, calculateurs. Des yeux qui ne cherchent pas des bananes, mais un signe. Elle redresse la vieille femme, l'aide à s'asseoir sur une caisse vide. Elle replace les fruits un à un dans le panier, essuie les bananes les moins abîmées avec un PN de son foulard. La vieille ne dit presque rien. Juste un murmure. Que Dieu te voie. Puis elle s'en va, comme si elle avait testé quelque chose. Amarachi retourne à sa place. Ses akaras sont froids, les clients sont partis. Ce sera une mauvaise journée. Mais au coin de la rue, dans l'ombre, le milliardaire referme lentement son carnet noir. Il a écrit un seul mot, elle. Le lendemain matin, le marché s'éveilla sous un ciel menaçant, gris comme un secret sur le point d'éclater. Amarachi installa son étal avec une lassitude plus lourde que d'habitude. Son foulard était mal noué, ses yeux cernés par une nuit sans sommeil. Quelque chose en elle résistait encore à ce qui avait été semé la veille. Une impression étrange. Comme si la rue l'observait à son tour. Vers 10 heures, un jeune homme en costume clair s'approcha de son stand. Il portait une mallette. Ses chaussures ne touchaient presque pas le sol. Il était comme trop net pour l'endroit. « Mademoiselle Amarachi au quoi ?» demanda-t-il. Elle se figea, le dos tendu comme une corde. Elle hocha lentement la tête. « Vous êtes invité ce soir à un dîner de charité privée. Villa Olan-Rowaju. Le transport est prévu. L'invitation est nominative. » Il tendit une enveloppe noire. L'or de l'écriture brillait sous la lumière dure du matin. Elle resta figée. « Ce n'est pas une erreur ?» demanda-t-elle, presque méfiante. « Pas du tout. C'est un honneur. Quelqu'un vous a remarqué. » Il s'en alla sans un mot de plus, laissant l'odeur de son parfum flotter dans l'air comme une accusation. Elle tint l'enveloppe comme on tiendrait une lettre de deuil. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un carton rigide, gaufré, portant simplement son nom, Amarachi au quoi invité d'honneur. La rumeur se répandit plus vite que l'huile chaude. Dans l'heure, sa tante débarqua depuis Mussin, l'œil avide et le cœur plein de jugement. « Tu as fait quoi ? On t'a vu avec une vieille femme hier. Ce sont les riches qui recrutent les naïves maintenant. Fais attention à ne pas te vendre pour un plat de riz, Amarachi. » Même les voisins se mirent à chuchoter. On l'observait différemment. Comme si elle était soudain contaminée par quelque chose de trop grand pour elle. Alors elle jeta l'invitation dans un sac plastique. Elle la plaça sous ses beignets, comme on cache une faute. Le soir venu, elle ne monta pas dans la voiture noire qui attendait au coin de la rue. Elle resta là, dans l'ombre de sa pièce unique, les yeux fixés sur le plafond fissuré,
les mains serrées autour de ses genoux. Elle pensa au luxe. Aux promesses faciles. Au piège. Non. Ce n'était pas pour elle. Elle était Amarachi Okwa. Fille de personne. Femme de poussière. Elle n'avait pas le droit d'être choisie. Au même moment, dans un salon de marbre, le milliardaire sirotait un verre de vin rouge. Il écoutait son assistant qui lui soufflait à l'oreille. « Elle n'est pas venue, monsieur. » Un sourire mince étira les lèvres de l'homme. « Parfait, dit-il. Si elle avait accepté dès le premier appel, elle n'aurait pas été la bonne. » Le lendemain, l'aube fut étrange. Plus silencieuse que d'habitude. Pas un klaxon, pas un vendeur de recharge téléphonique ne hurlait encore. Amarachi ouvrit ses yeux avant le chant du muezzin. Elle avait mal dormi, poursuivie par un rêve où elle marchait pieds nus sur un carrelage trop lisse, poursuivie par des bananes dorées qui éclataient comme des bombes. Elle avait refusé. Refusé l'invitation. Refusé le mystère. Refusé d'espérer. Mais le destin n'aime pas qu'on le refuse. Quand elle arriva à son étal, une foule s'était formée. Non pas autour d'un accident ou d'un spectacle de rue, mais autour d'elle. Les visages la fixaient comme s'ils attendaient un miracle ou un châtiment. Et là, assise calmement sur sa caisse, la vieille femme était revenue. Elle semblait avoir grandi. Ses yeux luisaient d'un éclat étrange, et ses vêtements, bien qu'usés, paraissaient porteurs d'une dignité ancienne. « Bonjour, Amarachi », dit-elle simplement, comme si elle n'avait jamais disparu. Amarachi sentit ses jambes faiblir. « Maman. Vous allez bien ? » ?»« Mieux que bien. Mieux que toi. Tu crois que tu n'as rien perdu, parce que tu n'as rien accepté. Mais parfois, c'est ce qu'on refuse qui nous dévore lentement. » La vieille sortit un petit objet de son sac en raffia. Une pierre noire, polie, enveloppée dans un tissu rouge. Elle la posa sur la table, entre deux beignets. « C'est le second appel. Et c'est le dernier. Cette fois, tu viendras avec moi. » « Va aller où ? » ?»« Là où ton histoire commence vraiment. » Amarachi jeta un regard circulaire. Les clients s'étaient figés. Même le vent semblait suspendu. « Je ne vous connais même pas, » murmura-t-elle. « Non. Mais lui, il te connaît. » Un homme en costume s'approcha, comme s'il surgissait de l'air lui-même. Ce n'était pas celui d'hier. Plus âgé. Plus calme. Il s'inclina doucement devant la vieille dame. Elle hocha la tête. C'était elle la maîtresse du jeu. Pas lui. Il tendit à Amarachi un téléphone en or. « Quelqu'un veut vous parler. » Elle le prit, les doigts tremblants. Une voix grave, posée, résonna dans son oreille. « Tu as refusé l'invitation. C'est bien. Tu penses encore pouvoir choisir. Mais sache que c'est ta bonté, pas ta prudence, qui m'a intéressée. Ne viens pas pour moi. Viens pour toi. Tu es plus importante que tu ne crois. » Le téléphone s'éteignit. Le vieil assistant le reprit. La vieille femme sourit. « Tu as peur. C'est normal. C'est ainsi que commence tout grand voyage. » « Et si c'était un piège ? » murmura Amarachi. « Alors c'est un piège destiné à éveiller ce que tu ignores en toi. » Sans répondre, Amarachi suivit la vieille femme. Sans bagage. Sans prévenir personne. Elle marcha, droite, les bras vides et le cœur tremblant. Ils montèrent ensemble dans un taxi sans plaque. Le ciel s'ouvrait lentement au-dessus d'eux. Comme une promesse ou une menace. Le taxi roulait sans musique. Sans klaxon. Sans mots. Amarachi fixait le dos du conducteur. Une silhouette fine, droite, comme une aiguille sur un cadran invisible. Le paysage changeait autour d'eux. Le chaos d'Oshodi disparut peu à peu, remplacé par des quartiers qu'elle ne reconnaissait pas, puis par la campagne sèche, les palmiers fatigués et les maisons espacées comme des souvenirs abandonnés. La vieille femme ne parlait pas.
Elle fixait la route comme si elle la sculptait de ses yeux. Son silence n'était pas vide. Il était plein de pressentiments. Après 2 heures, le taxi s'arrêta devant une haute grille noire, sans nom, sans sonnette. Une caméra pivota. La grille s'ouvrit dans un grincement mécanique. Ils pénétrèrent dans une autre réalité. Une villa. Non. Un sanctuaire. Construit en terre cuite rouge, avec des colonnes massives couvertes de motifs anciens. Des motifs Igbo, Yoruba, Hausa. Tout semblait cohabiter là. Des cultures entremêlées comme des racines qui n'obéissent à aucune loi. Des femmes en boubou blanc les accueillirent. Leurs visages étaient peints de symboles qu'Amarachi ne connaissait pas. Elles ne parlaient pas non plus. Elles l'escortèrent jusqu'à une pièce ronde, couverte de miroirs brisés. Là, il l'attendait. Pas un vieillard. Pas un prince. Un homme. Simple. Grand. Le regard calme. Une canne d'ébène dans la main gauche. Une légère cicatrice courait du menton à l'oreille, souvenir d'un monde dont il ne parlait jamais. Bienvenue, Amarachi, dit-il. Elle voulut parler, mais sa gorge était sèche. Pourquoi moi? Réussit-elle à murmurer. Il posa une boîte sur la table. En bois noir. Gravée de lettres anciennes. Elle vibrait, légèrement, comme si elle contenait un cœur. Parce que tu ne m'as pas vu. Tu as vu l'autre. Et tu l'as aidé. Sans calcul. Ce n'était rien? Justement. Ceux qui pensent que ce n'est rien sont ceux que nous cherchons. Les héros naissent dans le refus de la gloire. Il ouvrit la boîte. Une lumière douce en sortit. Dedans, une simple clé. En argent terni. Attachée à une ficelle rouge. Ceci est la clé de la maison que tu as oubliée. Je ne comprends pas. Il approcha. Lentement. Et planta ses yeux dans les siens. Tu crois être une fille du hasard. Tu es une fille de mémoire. Tu viens d'un sang qui a été brisé. Trahi. Dissimulé. Cette clé ouvre un monde que l'on t'a volé. Elle recula d'un pas. Ou vous vous trompez. Je suis personne. Tu l'étais. Jusqu'à ce que tu aides une femme qui n'était pas ce qu'elle semblait être. Amarachi leva les yeux vers la vieille femme, debout dans un coin de la pièce. Et alors, tout changea. La vieille sourit. Et ses rides disparurent. Ses yeux devinrent d'un vert foudroyant. Sa voix, quand elle parla, résonna comme 1000 voix à la fois. Je suis ton passé. Je suis la reine que l'histoire a effacée. Je suis ta lignée. Tu ne peux plus reculer. Amarachi tomba à genoux. La pièce semblait tourner. Ses mains tremblaient. Son souffle se coupa. Et dans sa paume, la clé devint brûlante. La clé dans sa paume pulsait comme un cœur prêt à exploser. Une chaleur ancienne, presque vivante, remontait le long de son bras. Amarachi ne pouvait ni la lâcher, ni l'ignorer. Le milliardaire la regardait toujours, impassible, comme s'il l'avait vue 1000 fois déjà dans des rêves plus vieux que lui. « Prends-la, dit-il simplement. Elle obéit. La ficelle rouge glissa autour de son poignet comme un fil du destin. Et soudain, les miroirs éclatés de la pièce se remirent à vivre. Chacun devint un œil, un fragment d'histoire, un témoin d'un monde souterrain que personne ne voyait à Lagos. Des images jaillirent. Une femme, pendue sur une place poussiéreuse. Un homme aux yeux rouges marchant au milieu des flammes. Un enfant abandonné dans une jarre. Une clé, jetée dans un puits. Et une voix unique, profonde, qui disait « Elle reviendra ». Amarachi hurla. Les miroirs explosèrent pour de bon. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dehors. Un champ. Une herbe rase. Un ciel noir comme l'encre. Devant elle, une maison. Petite. En argile rouge. Une porte sans serrure. Elle posa la clé. La porte s'ouvrit toute seule.
À l'intérieur, des portraits effacés. Des symboles murmurés. Et un collier, suspendu à une poutre. 3 perles, une noire, une dorée, une translucide. Elle tendit la main. Mais au moment où ses doigts frôlèrent le bijou, un souffle glaçant traversa la pièce. « Tu ne devrais pas être ici », dit une voix d'homme, rauque, proche. Elle se retourna. Un jeune homme, torse nu, couvert de tatouages de guerre. Ses yeux étaient pâles comme du lait. Il la fixait sans cligner. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « L'ombre de ton sang. L'héritier déchu. Le frère que ton nom a effacé. » « Je n'ai pas de frère. »« Tu ne sais rien. Tu n'as jamais su. Tu crois que ton voyage commence. Il a commencé avant ta naissance. » Il avança. Elle recula. « Tu viens réclamer un trône qui m'a été volé. Tu crois que tu es la sauveuse. Tu es l'erreur. » Avant qu'elle ne réponde, un hurlement fendit l'air. La vieille femme la reine surgit derrière elle, suivie de 2 femmes en blanc. Une lutte éclata. Des éclairs de lumière rouge. Des chants. Des gestes millénaires. Le jeune homme disparut dans un tourbillon de sable et de larmes. Amarachi tomba à genoux. Le collier avait glissé dans sa main. Qui était-ce ? Alta-T-L. Ton frère. Mais pas de chair. De pouvoir. De lignée. Et il reviendra. La reine se pencha vers elle. Tu viens d'entrer dans la guerre. Et la guerre ne te laissera plus jamais dormir. Amarachi sentit alors une présence nouvelle dans son esprit. Un savoir. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Une mémoire enfouie sous des couches d'oubli. Elle avait été appelée. Maintenant, elle était réveillée. Depuis 3 jours, Amarachi ne dormait plus. Les visions ne s'arrêtaient jamais. Même les yeux ouverts, elle voyait des temples engloutis, des trônes en cendres, des pleurs d'enfants enterrés sous des siècles de silence. Chaque repas avait un goût de poussière. Chaque mot qu'on lui adressait était une énigme. La reine ou ce qu'elle était désormais devenue parlait peu. Elle guidait. Elle observait. Elle préparait Amarachi. Le danger n'est pas dans ce que tu affrontes, mais dans ce que tu réveilles, répétait-elle. La villa se transforma peu à peu en sanctuaire d'entraînement. On lui apprit à marcher dans le silence. À écouter le vent. À lire les cicatrices dans les murs. À décrypter les prières oubliées dans les cendres. Mais une nuit, quelque chose changea. Amarachi fut conduite dans une pièce basse, souterraine, où brûlait une lampe à huile. Sur le sol, une carte ancienne du Nigeria, déchirée en 3 morceaux, reliés par des fils rouges. Sur chaque fragment, un symbole. Le serpent. La couronne. Le miroir. Tu dois récupérer ces 3 fragments, dit la reine. Ils ont été séparés quand ton sang a été trahi. Ils ouvrent la voie vers la salle du serment. Là où ton nom véritable t'attend. Mais où sont-ils ? Chacun est gardé par un visage qui te sera familier. Chacun exigera un sacrifice. Le voyage n'est plus linéaire. À partir d'ici, chaque pas te rapproche du feu ou du vide. Amarachi fut envoyé d'abord vers un village au bord du fleuve Niger. Là, dans un temple oublié, elle trouva la première gardienne, une femme aveugle, au visage couvert de cendres, assise entre 2 statues brisées. « Pourquoi viens-tu » demanda-t-elle. « Je suis Amarachi. Je cherche les fragments. »« Alors montre-moi qui tu es. » La gardienne tendit un miroir terni. Amarachi se regarda. Et ce qu'elle vit, n'était pas elle. Ses yeux étaient dorés. Sa peau couverte de lignes runiques. Et son sourire, il n'était pas doux. Il était souverain. Froid. Droit. Inflexible. Elle recula. « Ce n'est pas moi. C'est ce que tu es en train de devenir, » répondit la gardienne. « Si tu prends ce fragment, tu ne pourras plus jamais prétendre être une simple fille du marché. » « Je ne veux pas devenir. »
Tu le hais déjà. Ce n'est pas un choix. C'est un rappel. Amarashi prit le fragment. Il brûla contre sa peau comme une morsure d'identité. Mais alors qu'elle quittait le temple, une flèche siffla près de son oreille. Une embuscade. Des silhouettes encapuchonnées jaillirent des arbres. Des sabres d'ombre. Des voix qui criaient son nom non pas avec admiration, mais avec haine. Elle courut. Un des assaillants la poursuivit jusqu'au bord du fleuve. Ils luttèrent. Elle le désarma. Et quand son visage se découvrit, c'était elle. Une version d'elle, plus vieille. Plus froide. Avec les mêmes yeux, mais sans aucune lumière. « Qui es-tu » cria-t-elle. « Je suis ce que tu seras si tu gagnes trop vite », répondit l'autre Amarashi. « Je suis ton avenir s'il n'y a plus d'amour dans ta justice. » Elles se battirent jusqu'à la chute. Le double disparut dans le fleuve. Et Amarashi, trempé, épuisé, le fragment contre son cœur, comprit une vérité qu'on ne lui avait pas dite. Le plus dangereux des ennemis, c'est celle qu'elle pourrait devenir. Le fragment récupéré palpitait dans la poche intérieure de sa tunique, comme s'il respirait à son propre rythme. Amarashi marchait seul à présent. La reine ne la suivait plus. Le milliardaire ne parlait plus. Les femmes en blanc ne l'approchaient plus. Elle était entrée dans ce que le vieux monde appelait l'épreuve du gouffre. Une zone sans repère. Un lieu hors du temps, situé entre deux mondes. La nuit était tombée sur une jungle étrange, aux arbres si hauts qu'ils étouffaient les étoiles. Aucun chant d'oiseaux. Aucun murmure d'insectes. Juste un silence si dense qu'il devenait une voix. Elle marcha sans comprendre pourquoi. Le sol changeait sous ses pas. Parfois sable, parfois vert, parfois cendre. Puis elle arriva devant la pierre du silence. Un monolithe noir, d'où s'échappait une lumière bleue par ses fissures. À ses pieds, une dalle marquée de 3 mots dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise, mais qu'elle comprit pourtant. Dépose. Meurs. Deviens. Elle posa sa main sur la pierre. Et alors, le monde s'éteignit. Elle se réveilla, dans son ancienne chambre, à Mussin. La pièce minuscule. Les murs lépreux. Le seau d'eau au coin. Le lit bancal. Elle était en pyjama. Ses pieds touchaient le sol froid. Sa tante préparait du porridge dans la cuisine. Tout était comme avant. Debout. Tu vas rater le marché, cria la voix familière. Amarashi se leva, tremblante. Ce n'est pas réel. Bien sûr que si, répliqua sa tante. C'est ça, ta vie. Tu t'es juste assoupi trop longtemps. Non. J'étais partie, j'ai vécu autre chose. Tu t'es imaginée importante. Voilà ton péché. Maintenant, redescends sur terre. Elle sortit dans la rue. Personne ne la reconnaissait. Personne ne parlait du milliardaire. De la vieille femme. Du collier. Rien n'avait existé. Elle s'effondra sur le trottoir. Puis, elle vit la vieille femme. Assise en silence sur une caisse, comme au tout début. Amarashi courut vers elle. Dites-moi que je ne suis pas folle. La vieille leva les yeux. Et pour la première fois, elle pleura. Tu n'es pas folle. Tu es morte. La réalité se fissura autour d'elle. Les murs s'effondrèrent. Les trottoirs se retournèrent. Les visages devinrent des masques. Elle flottait dans un vide blanc, froid, sec. Et dans ce néant, une voix, la sienne, plus jeune, plus claire, récita. Si tu veux renaître, laisse ce que tu crois être toi mourir ici. Une silhouette surgit alors, une enfant. Son double, à 7 ans. L'âge où elle avait tout perdu. Sauve-moi, dit la petite voix. Amarashi s'agenouilla. Je ne peux pas, je n'ai rien pour te sauver. Alors meurs avec moi. Elle ouvrit les bras. L'enfant se blottit contre elle. Et tout fut avalé par la lumière. Quand Amarashi ouvrit les yeux,
elle était nue, recouverte de cendres, couchée sur la pierre noire. Dans sa main, 2 fragments. Le serpent. La couronne. Et sur son front, brûlé à vif, le symbole du 3e. Le miroir. Elle s'était trouvée. Elle s'était perdue. Et dans cette mort-là, elle était devenue. La pluie tombait sur la gosse comme une bénédiction ignorée. Les gouttes frappaient les tôles des marchés, glissaient entre les fissures du bitume, lavaient les visages fatigués sans jamais éveiller personne. Et pourtant, ce jour-là, le vent portait autre chose. Amarachi réapparut sans fanfare. Pas de cortège, pas de lumière divine. Juste une silhouette couverte d'un long tissu indigo, marchant seule dans la poussière revenue. Son regard était calme, ancien, trop vaste pour quiconque croisait ses yeux. Elle ne s'arrêta pas au marché. Elle ne chercha pas sa tante. Elle ne s'excusa pas. Elle marcha droit vers la place où, un mois plus tôt, elle avait aidé une vieille femme à ramasser des bananes. La caisse vide était toujours là. Mais la vieille femme n'y était plus. À sa place, un enfant. Pieds nus. Trempé par la pluie. Il vendait des morceaux de savon cassé. Ses yeux étaient vides. Amarachi s'agenouilla. Lui tendit une perle noire. Le garçon la prit sans poser de questions. Puis elle leva les yeux. Et là, dans la foule mouvante, elle le vit. Le milliardaire. Toujours vêtu de noir. Toujours silencieux. Elle s'approcha. « Tu as vu ce que je suis devenue ?» demanda-t-elle. Il sourit. « Tu es revenu. » « Non. Ce n'est pas un retour. C'est une nouvelle marche. J'ai rapporté quelque chose. » Elle sortit de sa tunique les 3 fragments. Le serpent. La couronne. Le miroir. Les objets brillèrent, puis se consumèrent dans ses paumes, ne laissant qu'un cercle de cendres. Amarachi souffla dessus. Un vent se leva dans la rue. Les étals tremblèrent. Les vendeurs s'arrêtèrent de parler. Le sol vibra. Les gens se retournèrent. Puis, sans comprendre pourquoi, chacun posa un genou à terre. Même le milliardaire. « Que as-tu fait ?» murmura-t-il. « J'ai rétabli le nom. La mémoire. Le trône invisible. J'ai ramené l'élixir. » « Mais qu'est-ce que c'est, cet élixir ?» Elle le regarda droit dans les yeux. Le souvenir d'un peuple qu'on a fait taire. La force de ceux qui n'ont jamais été nommés. L'arme des doux. Le pouvoir des oubliés. Plus tard, elle fut vue marchant parmi les bidonvilles, ne guérissant personne, ne promettant rien, mais partout où elle passait, les regards changeaient. Les murs s'effritaient. Les secrets craquaient. Les femmes levaient la tête. Les hommes baissaient les armes. Les enfants rêvaient. Elle n'était pas une reine. Pas une élue. Elle était le rappel. Le soir, un nouveau marché s'installa là où le vieux s'était effondré. Personne ne l'avait organisé. Il s'était formé, comme poussé par une graine invisible. Et sur une toile tendue entre 2 bâtons, on avait écrit « Au charbon ». Elle l'a vu tomber. Elle l'a relevé. Maintenant, elle n'a plus besoin d'être vue. Amarachi disparut peu après. Certains disent qu'elle vit encore, sous un autre nom. D'autres qu'elle s'est dissoute dans la mémoire collective. Mais dans chaque aide silencieuse, dans chaque main tendue sans témoin, il y a une trace. Une empreinte. Une clé. Merci d'avoir voyagé avec Amarachi dans cette épopée de trahison, de mémoire et de renaissance. Tu viens de lire une histoire inspirée du voyage du héros, enraciné au Nigeria, porté par le cœur d'une femme oubliée devenue légende. Tu veux d'autres histoires comme celle-ci ? Alors abonne-toi à notre chaîne YouTube. Histoires incroyables. Chaque semaine, des récits intenses, visuels, bouleversants et inspirés d'histoires africaines, mythologiques et contemporaines t'attendent. Maintenant, c'est à ton tour de parler. Qu'aurais-tu fait à la place d'Amarachi ? Aurais-tu pris cette clé mystérieuse ? Quel personnage secondaire as-tu trouvé le plus fascinant ? La vieille femme ? Le double d'Amarachi ? Le frère de pouvoir ?
Tu veux qu'on adapte cette histoire en série animée? En roman illustré? En podcast? Dis-le-nous en commentaire. Quel pays africain veux-tu qu'on explore pour la prochaine grande histoire? Laisse un commentaire. Partage l'histoire. Et surtout, abonne-toi, pour ne jamais rater un conte capable de réveiller l'âme. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle épopée comme un appel du destin.